La vidéo qui suit a été rendue possible grâce à Vinstache la boutique. Jusqu'au jeudi 11 décembre minuit, profitez de moins 10% avec le code Noël10. La livraison est toujours offerte des 6 bouteilles et c'est cette boutique qui me permet de produire en totale indépendance le genre de contenu que voici. Bonjour à tous, c'est Geoffrey de Vinstache et bienvenue à vous pour ce tout nouvel épisode de Buveur d'étiquette. Un buveur d'étiquette étant un terme un brin péjoratif de notre industrie, visant à désigner le soi-disant grand monsieur du vin qui ne jure que par la rareté et la valeur pécuniaire d'une bouteille. Et aujourd'hui, pour ce déjà 4e opus, je propose de vous emmener en Bourgogne, et plus précisément dans le Grand Cru du Clos de Vougeot, afin de déguster de très grands noms issus du mythique millésime 2005. Donc, le Clos de Vougeot, ou Clos Vougeot pour les intimes, voire Clos-du-6 Vougeot, les trois se disent et s'écrivent, est un grand cru emblématique de la Bourgogne, sur lequel je ne vous referai pas tout le laïus, puisque, ô magie de la youtuberie moderne, un épisode d'une vingtaine de minutes consacré à son propos sera déjà sorti en préambule de cet épisode. Mais si vous avez la flemme de le regarder, alors je vous dirai, dans les grandes lignes, qu'il prend ses racines en 1098 d'une querelle entre moines bénédictins, et que, patiemment, pendant plus de 4 siècles, grâce à des donations de charitables chrétiens, ainsi que grâce à des acquisitions auprès de chrétiens moins charitables, les moines cisterciens vont se constituer un très sympathique petit butin, puisque finissant à la tête de 50 hectares, 96 arts et 54 centi-arts de vignes, qu'ils protégeront du pillage et du brigandage via un mur de 3,2 km de long. Voilà, c'est un brin une anecdote inutile, mais cela vous permettra toujours de briller en société. Ce grand cru a la particularité de n'être aujourd'hui composé que d'un seul super climat, le Clos de Vougeot en l'occurrence, ce qui est un peu une anomalie, tant on sait la capacité des vignerons bourguignons à morceler leur terroir en climat. La raison est malheureusement bien banale, lors de la reconnaissance du cadastre, aucun lieu-dit ne fut officiellement enregistré. D'où ce méga bloc, même si, dans les faits, le Clos de Vougeot se compose d'une quinzaine de climats et surtout de 3 gros blocs géologiques. Je ne vous ressortirai pas tout le charabia trop technique de mon épisode, donc pour vulgariser à l'extrême, la partie supérieure, d'une altitude d'environ 255 mètres, est considérée comme la partie la plus divine. La partie moyenne, située à 250 mètres, est jugée d'une grande qualité, et la partie basse, autour de 240 mètres, est prétendument un peu moins grandiloquente. Disons plutôt qu'elle donnera naissance à des vins qui sont plus sur le fruit que la structure. D'ailleurs, la légende veut que, déjà, à l'époque des moines cistériens, 3 cuvées séparées étaient élaborées. Une première d'élite, issue de la partie haute et qui n'était réservée qu'aux papes, aux empereurs et aux rois. Une autre issue du Mikoto, réputée presque égale à la première et qui était mise en vente à un prix élevé. Et une dernière provenant de la partie basse et destinée au commerce, mais à un tarif moindre. Mythe ou légende, seul Dieu sait. Mais le fait est que le Clos de Vougeot s'inscrit aujourd'hui encore au panthéon des noms mythiques de la Bourgogne. Pour des raisons évidentes de qualité, mais aussi parce qu'il fut l'un des épicentres de la fameuse révolution énologique bourguignonne. Révolution datée du XIIe siècle, qui posera les bases de ce qui deviendra nos vins rouges modernes. Rien que ça. Bref, j'aurai encore tout un tas de sujets à aborder sur le Clos de Vougeot. Son histoire chaotique de morcellement suite à la Révolution française, son attractivité touristique qui oblitère parfois sa dimension de phare viticole dans la nuit nuitonne, sa confrérie du chevalier Tadevin né dans les années 30 afin de le réancrer dans un imaginaire de folklore local, mais comme ce sont des sujets que j'ai déjà abordés dans mon épisode consacré à son propos, je ne peux que vous enjoindre à aller le visionner pour les curieux et les curieuses. Puisqu'aujourd'hui on n'est clairement pas venu trier les lentilles et dans une volonté de consommation absolument ostentatoire, on va déguster de très grands Clos Vougeot issus du mythique millésime 2005. Et pour m'accompagner, qui de mieux que l'iconique et emblématique Monsieur Maxime Agostini. Comment vas-tu? Ben ça va très bien et toi? Bah ouais, merci de nous accueillir dans ta cave, je te laisse faire ton petit placement de produit. Cave Agostini, 7 avenue Maréchal Foch, dans le 4e arrondissement de Marseille. Venez, c'est bien. Voilà, tout simplement. Écoute, je crois que simple, efficace, voilà, pas besoin d'en faire plus. ce sont les messages les plus simples qui sont les plus Tout à efficaces. La Bourgogne, Oui.
Toi qui es caviste marseillais, justement, bah pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus proche de chez toi. Est-ce que c'est une région qui te parle? Voilà, tout simplement. Honnêtement, ça me parle parce que, en tant qu'amateur de vin, bien évidemment que ça me parle et que c'est bon la Bourgogne. Mais, je mettrai un grand mais, c'est que honnêtement, c'est vrai que c'est pas des vins auxquels j'ai été habitué très jeune, ou en tout cas vraiment, ça fait pas partie vraiment de ma culture œnologique, de dégustation de vin, je dirais. Moi, j'ai plus grandi avec les vins du Sud, et contrairement à ce que j'ai pu dire il y a quelques temps sur l'épisode de Champagne, c'est vrai que bon, on a eu l'habitude d'en boire à la maison et dans plein d'occasions, mais la Bourgogne, c'est quand même un petit peu moins accessible. J'ai un rapport, certes, d'amateur, mais pas non plus. Je cours pas après la Bourgogne tout le temps, systématiquement. Est-ce que c'est une région où il y a quand même des vins qui t'ont marqué ou... Alors oui, mais plutôt sur des blancs, je dirais. D'accord. C'est vrai que j'ai une vision. C'est vrai que les premières grandes claques en Bourgogne, c'était plutôt sur des blancs, que ce soit sur les meursault. Les premières fois, on commence à goûter les meursault, ce côté très beurré pour mon palais, qui n'était pas encore très fin, mais qui a adoré ça. Donc oui, clairement, ça a été plutôt sur les blancs, je dirais, dans un premier temps. Après, j'aime la Bourgogne, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais régulièrement. Et toi, mon cher Loïc? Eh ben écoute, comme tu parlais justement de l'épisode sur l'épisode des champagnes, que si je devais faire un top 30 des vins qui m'ont le plus marqué dans ma carrière, bon, je rajouterais peut-être Cristal maintenant quand même. Je dois reconnaître que le Cristal de Méluit, c'était quand même le plutôt sympathique. Ça y est, c'est fini. Ça s'agit un peu. Très bien. Par contre, je pense que si je devais faire un top 10 des plus grands vins qui m'ont marqué dans toute ma carrière de dégustateur, je pense qu'il y aurait une sacrée partie de rouge de Bourgogne. D'accord. Parce que pour le coup, quand ça clique, le pinot noir, que c'est au bon moment, au bon endroit, avec les belles maturités et les bonnes personnes. Magnifique. Moi, j'avoue, j'ai pris des claques absolument monstrueuses. Je pense par exemple, le tout premier vin que j'ai fait dans un étoilé. Et le sommelier nous avait présenté un Clos des Porets 2008 en Nuit Saint-Georges, premier cru, je crois, de chez Henri Gouge. C'est un monopole et j'avoue, j'ai pris une claque absolument monstrueuse. Le Fissin 2013 du domaine Méo-Camusé en négoce, dont j'attendais absolument rien et qui, pareil, m'a mis une jolie... Ouais, petite claque. Ouais, une petite claque derrière la tête. Mais le Pinot Noir étant un cépage qui a tellement ce côté pile ou face, parce que je pense par exemple à un coup, dans un bar à vin, j'avais ramené un Clos des Lambrais 2008, où je m'étais dit, alors tu vois, grand cru iconique de Moret-Saint-Denis, je m'attendais... Joli nom, belle étiquette. Et rien. C'était pas bon. C'était inintéressant. Ça n'avait aucune profondeur. La Romanée Conti que j'ai pu déguster sur la fameuse dégustation des 33 grands crus en 2009, pareil, j'avais rien. Donc je trouve vraiment que ce cépage a ce côté un peu tout ou rien qui fait que je dois bien reconnaître que la dégustation d'aujourd'hui me terrifie. Je me chie dessus. Non, oui, je comprends. Parce qu'on on est là quand même pour faire du divertissement, intéresser les gens, essayer de donner un avis. Si on se retrouve devant 3 vins où il n'y a rien... Où il n'y a rien qui se passe, on va s'ennuyer. Oui. On va s'ennuyer. Alors que le Grenache, c'est toujours bon. Tu kiffes la Bourgogne, tu kiffes le Pinot Noir, même s'il y a quand même cet effet de attention, ça peut être exceptionnel comme ça peut être très bof. Ouais, et puis les tarifs. Alors voilà, merci. Toi, en tant que caviste, est-ce que tu arrives à avoir de la Bourgogne facilement? Est-ce que c'est des vins qui sont plutôt accessibles financièrement? Non, jamais de la vie. Effectivement, c'est très compliqué d'avoir des Bourgognes pas trop chères, c'est-à-dire à moins de 20 €, que même que ce soit sur des Bourgognes villages tout simples, en rouge, en blanc, vraiment la barre des 20 €, ici en tout cas. Honnêtement, c'est compliqué. Et après, quand on parle de premier cru et de grand cru, moi qui suis en région lyonnaise, j'ai beau avoir la proximité de la Bourgogne, au final, qui n'est pas si loin que ça. Faut faire des pieds et des mains pour en avoir. Si tu veux avoir une caisse de grand cru, il faut commander entre 120 et 240 bouteilles d'un village. Blablabla. Oui, voilà. Aujourd'hui, tu vois un Gevrey Chambertin bio d'un vigneron sympa juste en village, t'es à 60 balles facile. Oui, c'est ça. Entre 60 et 80 balles chez un caviste. Oui, c'est pas tout le monde qui met 60 ou 80 balles dans une bouteille comme ça pour le kiff de se faire un Bourgogne, quoi. Et si c'est pas au bon moment, justement, on parlait des questions des fenêtres d'apogée ou du cépage tout ou rien. Tu mets 60 balles, le vin s'exprime pas alors que tu lui as mis des heures et des heures d'ouverture et en fait, non. Non, ça parle pas trop, effectivement, c'est un peu embêtant. C'est un vignoble aussi qui était en crise il y a 40 ans, c'est ça qu'on oublie souvent, c'est que la Bourgogne, il y a 40 ans, personne n'en voulait. Aujourd'hui, oui, c'est redevenu la darling internationale du vin. C'est un vignoble qui me fascine autant qu'il peut, sous certains aspects, peut-être pas répulser, ça serait un peu dur.
mais je dois reconnaître qu'il y a la magie des C'est parfois vieux un peu Bourgogne. agaçant aussi, voilà, c'est ce côté T'es un peu amateur. inaccessible parfois qui fait que, dommage, j'aimerais bien en avoir, mais non, c'est compliqué. Trop compliqué. J'ai grandi à 90 bornes de la Bourgogne, mon arrière-grand-mère habitait pas très loin de Beaune. Bon bah voilà, je peux même, tu vois, je pense quand même pouvoir dire que j'ai un intérêt légitime pour le vin. Oui, bien sûr. C'est des vins que je peux quasiment jamais goûter. Ouais, c'est ça. Je suis très content de pouvoir goûter. Non, aujourd'hui, ça va être une belle dégustation, excellente dégustation. Qu'est-ce qu'on déguste au fait? Je sais plus ce qu'on déguste. Du Clos Vougeot. Waouh, trop bien! Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de goûter des Non, vins pas issus du du tout. Clos Vougeot? C'est vrai? Pas du tout, jamais. Non, comme je t'ai dit, c'est vrai que la Bourgogne, c'est pas aussi systématique que des vins du Sud pour moi, donc non, Clos Vougeot, je suis ravi de goûter du Clos Vougeot. T'as déjà eu l'occasion de goûter des grands crus un peu en rouge en Bourgogne ou... De grands crus, non. Premier cru, oui, mais grand cru, je n'en ai pas le souvenir. Je pense que j'en aurais le souvenir si ça avait été le cas. Donc non, les grands crus bourguignons en rouge. Millésime 2005. Ah ben super millésime, joli millésime 2005, unanimement reconnu lui aussi parmi un des millésimes partout dans la France entière. Globalement, sur Bordeaux excellent, Bordeaux Champagne excellent. Exactement. Donc, Vallée du Rhône Sud aussi. Globalement, oui, très beau de millésime. J'en attends monts et merveilles. Alors, je ne sais pas si on parlait de 2008 il n'y a pas longtemps sur les champagnes. Oui. Est-ce qu'on aura cet équilibre sur 2005? J'ai quand même plus tendance à penser que les 2005 sont des vins qui sont faits pour être gardés vraiment, pour durer sur la longueur. En tout cas, c'est comme ça que cette image s'est faite en moi sur les 2005, il faut les attendre, comme les 2010, enfin vraiment sur ces années 5, 10, 15. J'attends un vin maintenant qui a 20 ans, donc oui, justement, là je pense qu'on peut atteindre, je pense qu'ils sont à maturité. Bouge pas. Oui, je ne bouge pas. On me voit plus. J'ai ramené mon petit livre de millésime en Bourgogne 1988, magnifique. donc je vais faire le truc le moins. 2005, exceptionnel, qui dit les vins rouges ont une belle concentration naturelle, l'assurance d'une belle consistance, leur texture est de grande classe, avec une belle souplesse, une remarquable viscosité, une vivacité alerte qui cisèle une grande et radieuse minéralité. Ces vins donnent d'intenses sensations dans leur jeunesse et ils sont promis à un bel et long avenir. C'est beau. C'est bien beau. C'est bien beau. On a 3 vins au programme, Ouais. Denis Mortet, Oui, tout à fait. le château de la Tour. Trop bien. Et pour terminer, ça sera le domaine Méo-Camuset. Méo-Camuset, super, c'est un nom que je rêve de goûter depuis très longtemps, vraiment. C'est un nom, déjà rien que le nom est beau, je trouve. Ouais, il y a un ça, côté, ça fait un peu poétique, on sait pas. Chevalier légendaire, Non, le chevalier ouais, je sais Méo-Camuset. pas, il y a un truc, ça sonne bien, c'est musical presque. Vraiment, il y a un truc sur Méo-Camuset. Nonobstant, avant d'attaquer la dégustation, je me dois de vous rappeler que du fait de la loi E20, il y a certaines images que vous ne pourrez pas voir sur buveur d'étiquette, comme par exemple, vous ne nous verrez pas trinquer, vous ne nous verrez pas boire du vin. Voilà, c'est interdit. Aujourd'hui, en France, théoriquement, on doit en rester purement à des descriptions purement caractéristiques du vin. On n'a pas le droit d'avoir une émotion. Et ça serait dommage de D'avoir s'extaser. oui, bien sûr. Devant un Surtout sur Clos des. Vougeot ouais, 2005, ça non, serait mais dommage de franchement, dire- ça les vaut pas, je pense. On est dans une société de cons aujourd'hui. Voilà, il faut tout le temps être dénigrant envers le vin, c'est la bonne attitude à avoir. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et puis je te propose de commencer par Denis Mortet avec son Clos Vougeot 2005. Tu me proposes un voyage dans le temps via Planète Marseille? Il est Allez, c'est parti. beau. Il est beau. On va commencer donc avec le tout premier vin de la dégustation, Denis Mortet. Et bon, je te l'ai déjà dit en off, Oui. j'ai un peu... Voilà, disons que cet épisode devrait sortir autour de Noël et l'ambiance, ça sera plus le Noël de Mickey qu'un côté joyeux Noël, puisque malheureusement, le vin, c'est des histoires aussi, c'est ce qu'on essaie de raconter souvent en tant qu'aviste et autour des domaines. Et certaines histoires sont un peu plus joyeuses que d'autres, on va dire. Et bon, voilà, je préfère vous dire, je risque un peu de plomber l'ambiance. Pourquoi ? Le domaine de Denis Mortet, à la base, c'était Denis Mortet et son frère Thierry qui avaient récupéré le domaine de leur père, qui s'appelait Charles Mortet, et qui possédait justement en fermage une parcelle au niveau du Clos Vougeot. Et Denis Mortet, dans les années 90, est devenu un peu la nouvelle étoile montante de la Bourgogne. Il s'est notamment fait connaître sur Gevrey-Chambertin, donc qui n'est pas non plus très très loin à vol d'oiseau Ouais. du Clos de Vougeot, où il donnait naissance, au milieu des années 90, à des pinots noirs un peu plus en maturité. Que dans les années 60-70, des fois, les pinots noirs avaient un peu plus de mal à monter en maturité. Et lui, il s'est vraiment fait connaître pour ce style assez pulpeux, assez dense, et ce qui fait que très rapidement, il est devenu justement un peu,
la nouvelle star, le nouveau chouchou des grands dégustateurs de la Bourgogne. C'était un peu un style moderne pour l'époque, en tout cas. Exactement. Ça changeait vraiment de la tradition bourguignonne de vin très léger. C'est vrai qu'il y avait une certaine pression médiatique autour de lui et de ses vins. En 2002, il a décidé de faire un changement un peu au niveau de ses vins parce que justement, il voulait plus restituer le terroir et peut-être mettre un peu moins sa patte. Il y a eu des critiques qui lui ont pas forcément toujours, qui ont été parfois un peu acerbes. Et 2005, donc il vinifie ce millésime en septembre, octobre, hein, évidemment, comme le veut la tradition des vendanges. Et on a appris que malheureusement, à l'âge de 51 ans, en janvier 2006, il avait passé l'arme à gauche dans des conditions assez tragiques. Et du coup, on est devant un peu une pièce d'histoire, parce que c'est le dernier millésime vinifié par Denis Mortet. Par Denis Mortet. Depuis, le domaine a été repris avec talent par son fils. Et du coup, vous comprendrez légitimement que du fait de cette histoire assez tragique qui se cache derrière, on sera un peu moins dans le divertissement et le côté fun tout en restant objectif et en donnant notre avis quand même sur le vin, bien sûr. Exactement, ça reste l'idée, mais vous comprendrez que du fait... Il y a quand même une histoire assez triste il y a un passé assez lourd derrière. Qui fait que... Et c'est le vin, tu vois, le plus onéreux de la dégustation. C'est vrai. On n'est pas là pour flamber et dire qu'on a mis chez Buveurs d'étiquette, certainement pas, c'est pas le style de la maison. Non, pas du tout, parce que je crois que j'ai dû acheter ce vin 870 €, donc on va dire à peu près 900 €. 900 €, disons. Et là, peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce que je commence par ce vin alors que c'est le plus cher? Et parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué en introduction, le Clos Vougeot aujourd'hui est un vignoble qui fonctionne grosso modo sur 3 étages. Il y a la partie haute avec une dalle calcaire qui est seulement à 40 cm sous le sol, qui donne souvent des vins de structure et qui sont réputés pour être les plus grands vins. Il y a la partie du milieu qui est jugée comme là encore d'excellente qualité. Et il y a la partie basse du vignoble qui est jugée comme théoriquement un peu moins qualitative ou du moins qui donnera naissance, comme le disent si bien les équipes de la maison Albert Bichot, à des vins plus de fruits que de structure. Et cette parcelle, en fait, est située vraiment sur la partie nord-est du Clos Vougeot, sur le climat de... Sur quel climat ? Sur le climat de Montiotte-Basse. Incroyable. Tout à fait. Et donc, c'est ce que j'expliquais là encore en introduction. Théoriquement, le Clos Vougeot, c'est un seul bloc. Il n'y a qu'un seul climat, c'est le Grand Cru du Clos de Vougeot, mais dans la réalité, il y a à peu près 14-15 climats, et justement, on est sur ce climat dit de Montiotte-Basse. Donc en bas de la colline, entre guillemets. Sur la droite quand tu regardes. Ok, alors on va voir à droite, quand je regarde, en face de la colline, en bas. En bas à droite, exactement. En bas à droite, et c'est vraiment limitrophe. T'as beaucoup d'altitude? Non, du coup, 240 mètres. 240 mètres. Voilà, sinon pour le reste, je crois qu'on est déjà pas mal. Écoute... Il reste plus qu'à goûter, quoi, en fait. Je te lance sur le dance floor, vas-y. Allez, c'est parti. Le vin commence légèrement à tuiler, mais c'est pas encore non plus trop marqué, je trouve. Bon, on est en Bourgogne, hein, là c'est sûr et certain. Ça pinote, hein, on est typiquement sur les notes de la cerise, mûre, un peu le bois aussi, quand même, faut dire ce qui est. Ouais, il y a un côté boisé. Un côté boisé, mais que pas non plus trop marqué, mais quand même un peu. C'est ce côté liqueur de petites cerises. Un peu kirché, là, justement. C'est vrai que c'est... Comme ça pinote, hein, comme on a souvent l'habitude de dire, c'est le mot un peu fourre-tout, mais bien pratique quand on veut parler de pinot noir. On va souvent dire ça pinote. Oui, alors attention, spoiler, ça risque de pinoter. Tu vois, il y a des petites notes aussi un peu derrière de noix de muscade, tu vois, je trouve limite un petit peu. Il est un peu épicé, mais... Et à l'ouverture aussi, parce que bon, spoiler, on l'a ouvert un peu à l'avance, histoire de lui donner quand même le temps de vivre, j'avais des notes, tu vois, un peu de tabac blond au tout début, que je n'ai peut-être pas forcément là-dessus. Non. Mais on n'est pas non plus, tu vois, sur quelque chose de trop puissant, on est sur quelque chose qui garde quand même de la légèreté, un côté suave. En fait, c'est rond et sensuel en termes de nez. On retrouve ce côté cerise à l'eau de vie, on les retrouve sans le côté trop alcooleux non plus. Forcément, ça s'agit avec le temps. Il y a quand même encore de la fraîcheur. L'évolution, finalement, je m'attendais peut-être à quelque chose avec des arômes tertiaires plus prononcés pour un vin qui a 20 ans, et en fait, non, pas du tout. C'est 2005, c'est peut-être aussi ça la magie de 2005, c'est que c'est fait pour être gardé encore très longtemps. Cela dit, je trouve qu'en termes de matière, finalement, je trouve ça assez léger. Pas fluet serait vraiment péjoratif, mais dans l'idée, c'est que je trouve que ça manque un peu de matière. Je m'attendais à quelque chose, justement, vu que pour rester
Après, c'est peut-être une mauvaise idée que j'ai sur le domaine et sur le style du domaine, mais quand même, vu que tu me parlais de concentration sur un domaine qui cherche à faire des vins plus concentrés. Sachant que ça, c'était avant 2002 et qu'à partir de 2002, justement, il a voulu se défaire un peu plus de ce style et aller plus sur restituer ce qui, selon lui, était l'idée un peu du terroir. Moi, tu vois, en termes de dégustation, je pense qu'on a bien fait de l'ouvrir maintenant. Je ne suis pas sûr que ça tiendra encore énormément dans le temps. Ça me rappelle justement quand on va sur des dégustations un peu presque de cognac. Je trouve, tu vois, à titre personnel, qu'il y a encore un petit fouet de l'acidité que je trouve très intéressant. Je suis d'accord avec toi la fraîcheur, sur la matière qui est encore un peu, qui est peut-être. Il y a une structure tannique, mais il n'y a peut-être pas justement ce côté densité de matière. Et je trouve quand même que l'alcool est peut-être un chouïa marqué. Après, là, on est autour des 17 degrés, donc il faudrait peut-être aussi 1 degré en moins. Mais tu vois, moi, sur les tanins, je trouve que justement, ils sont complètement fondus et que je lui reproche un peu ça. Enfin, c'est pas que je lui reproche, mais oui, je trouve que là, les tanins sont ultra fondus et qu'on ne les sent pas en bouche. Donc, ce qui serait assez cohérent au final avec le fait qu'on est sur la partie basse du Clos Vougeot et il disait justement des vins un peu plus de fruits. Mais c'est vrai que là, j'ai presque l'impression, tu vois, de déguster un peu un vieux spiritueux. Sous certains aspects, ça me rappelle un peu des vieux cognacs où je sens quand même que j'ai encore un peu le feu de l'alcool avec de l'acidité. J'aime beaucoup le nez, je suis peut-être un peu moins convaincu sur la partie bouche et matière. Je vais oser le dire, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de complexité. Je trouve ça bon, mais pas aussi complexe que ce que j'attendais d'un vin qui a 20 ans. Ok. Fait. Voilà, tout simplement. D'un Grand Bourgogne. D'un Grand Bourgogne, grand cru de 20 ans. Mais voilà, j'attends de voir quand même chez nos amis du Château de la Tour et de Méo-Camusé, bien sûr. Tu es quand même un peu fan, j'ai l'impression que ça te plaît. En tout cas, ça te plaît et... On parlera plus tard du prix. Ça me plaît, mais je suis assez raccord avec toi. J'ai quand même envie de voir, justement. Je trouve qu'on part déjà sur de bonnes bases. Au moins, je te dis, moi, sur les 3 vins, je suis comme ça en me disant, mon Dieu, il faut quand même que ça goûte et qu'il y ait quelque chose qui en ressort. Je trouve qu'au moins, il y a quand même une expression au niveau du nez, il y a une certaine structure. Voilà, on a ça déjà comme maître étalon en se disant que c'est la partie basse et après on va monter petit à petit. Je trouve que c'est une très belle, ça reste quand même une belle entrée. Ah oui, c'est très bon. Et voilà, du coup je te propose de basculer sur le deuxième vin, le Château de la Tour. Ah, très bien, très bien, très bien. Sur la cuvée vieille vigne. On est donc de retour pour le Château de la Tour. Château de la Tour qui est aujourd'hui le plus grand des propriétaires dans le Clos Vougeot, puisqu'il possède quasiment 11% du Clos Vougeot, soit un peu plus de 5 hectares si je me souviens bien. L'histoire du Clos Vougeot, je l'ai déjà raconté dans l'épisode précédent, mais Jules Ouvrard a été le deuxième propriétaire en monopole du Clos Vougeot après la Révolution française. Et suite au morcellement du Clos de Vougeot, ça a été réparti entre plusieurs grandes familles de négoces de Bourgogne. Et là, je crois que c'est des négociants beaunois qui les avaient récupérés. La grande spécificité en fait du Château de la Tour, c'est qu'aujourd'hui encore, ça appartient toujours à la même famille. Et outre le fait que ça soit le plus gros propriétaire, ils sont les seuls à vinifier dans le Clos Vougeot. C'est-à-dire qu'il y a l'iconique château du Clos de Vougeot dont on reparlera, mais il y a aussi un petit château qui est justement mi-coteau, quand tu regardes la colline sur la partie droite. C'est le Château de la Tour, et c'est ici, ils font les vinifications en propre. C'est vraiment les seuls qui font au sein même de l'appellation. D'accord, ils vinifient, d'accord, ils font tout de A à Z au Clos Vougeot, vraiment. Exactement. Ils sont donc situés sur la partie, alors là encore, intermédiaire, c'est ça C'est ça, la partie intermédiaire. Alors je mettrai un insert au niveau des climats, mais le fait est que la grande partie des vignes en fait se retrouve sur le climat du quartier de Marais-Bas et sur Dijourneau, mais ils en ont aussi une petite partie vraiment sur le haut du Clos Vougeot. L'idée c'était un peu d'essayer justement d'avoir l'âme du Clos de Vougeot du fait de cette variété de terroirs, même si le principal reste le terroir central, où on est justement là plutôt sur des cailloutis calcaires. Cette cuvée vieille vigne, il faut savoir, j'ai vu dans le guide Béthane de Sauve qui disait qu'elle était d'une telle qualité que ça se rapprochait du style d'un Richebourg. D'accord. Et alors pour avoir déjà eu l'occasion de goûter tous les grands crus de Vosne-Romanée, je dois bien reconnaître que si je devais me faire un petit kiff, un petit pétage de plomb financier, si je pouvais avoir quelques Richebourg dans ma cave. Alors ça donne quoi? Tout à l'heure, j'étais un petit peu sceptique sur la complexité des vins, du vin précédent, du Clos Vougeot de Denis Mortet. Là, rien que connaît,
Ça parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses à raconter. Le fruit déjà. Me semble beaucoup plus jeune, tu vois, par rapport à ce qu'on a pu Je parlais un peu justement au niveau de la dégustation, un côté un peu cognac, où on allait justement sur des notes. J'ai parlé de tabac blond à l'ouverture, j'ai parlé justement de ce côté vieux spiritueux. J'aurais presque pu parler de notes camphrées, de choses comme ça. Là, j'ai beaucoup plus de vivacité du fruit et du fruit noir. Et du fruit noir surtout, oui. Toujours ce côté peanut, hein, mais bon, ça oui, voilà, bon, on va le dire encore une prochaine fois on va aussi. un sacré paquet de coups. Chocolat, mais un chocolat assez noir, avec du fruit noir. Des notes un peu de pot pourri, tu vois, des choses comme ça. Oui, moi honnêtement, voilà, je suis quand même premier-né, ce qui m'a sauté au nez, entre guillemets, c'est vraiment le côté un peu plus évolué. Tu parles de jeunesse, moi je parlerais plus... un peu plus d'évolution, limite. Du fruit, certes, présent, mais avec ce côté un peu tertiaire qui arrive, qui est un peu plus présent, je trouve, que sur le vin précédent. Oui, entre alors j'allais dire sous-bois, j'exagère un peu, mais, on y arrive un petit peu. Tu vois, on arrive sur ce genre de registre-là, effectivement. Mais pas trop champignon, tu vois. Non, pas trop champignon. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est un truc tout bête, mais en termes de robe, par exemple, elle est beaucoup moins tuilée que ce qu'on avait avant sur... Très légèrement, mais c'est vraiment par rapport... Oui, effectivement, c'est quand même moins marqué que... Beaucoup moins marqué. Est-ce que ça voudrait dire que les moines bourguignons avaient bien capté que sur leur terroir, la partie du milieu était peut-être un peu plus de gardée? Ils sont forts, ces bourguignons. Bravo à eux. On parlait de pot pourri, presque une petite pointe mentholée, même si c'est pas forcément ce qui ressort le plus. Ah ben clairement, en dégustation, c'est clairement différent. Clairement différent. Première chose qui me saute au palais, clairement, c'est la structure tannique. Clairement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de tanins. Ils sont encore présents, juste enveloppants. Pas agressifs, hein, pas du tout, mais ils sont là, et ils sont encore présents. Alors que tout à l'heure, chez Denis Mortet, c'était vraiment... Pour moi, il n'y en avait plus, hein. C'était vraiment ultra léger. Là, non, justement, il y a encore cette structure, mais avec cette évolution gustative, olfactive présente, ça me parle beaucoup plus, honnêtement, là, j'aime beaucoup. Je retrouve moins de densité d'arômes en bouche que ce que je peux avoir, par exemple, tu vois, au niveau du nez. C'est sur une belle souplesse minérale avec quand même de la longueur et ce côté justement tannique aussi qui vient un peu structurer. Ouais. Là, c'est vraiment non, pas d'émotion, pas d'émotion. Oui, non, pas d'émotion. Le côté rose un peu fané, pourri dont je parlais. Côté minéral, effectivement, c'est vrai qu'il est bien assez marqué. Tu ressens cette pointe de fraîcheur. Un peu limite salé, j'exagère un peu, mais il y a un côté un peu épicé aussi, je trouve. Alors c'est peut-être certainement apporté par le bois. Tu vois, tout à l'heure je parlais de le côté boisé, là je le trouve vraiment encore bien plus intégré. Ça me choque pas du tout. Alors tout à l'heure quand même je me disais, il y a un peu de bois, je sentais le bois. Ça me plaisait moins, ça je trouve ça très joli. Et en revanche j'ai envie de manger là, hein. J'ai envie d'être à table, j'ai envie d'avoir... Moi je mettrais bien un petit filet mignon de porc. Ah oui, ah oui. Oui. Quelques minutes plus tard... Allez, on est de retour sur le château de la Tour pour faire une repasse. C'est Magie de la Bourgogne. Qu'est-ce que tu me disais juste avant qu'on rattaque ? Qu'ils sont forts les Bourguignons. ils sont forts les Bourguignons. Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a eu comme évolution par rapport à la première passe qu'on a fait ? Alors là, je trouve qu'on a toujours ce fruit, mais encore une fois, le côté le sous-bois vraiment qui est peut-être un peu plus présent que tout à l'heure, limite fumée. Ça a gagné sur les matières épicées, tu vois, que j'avais. C'est vrai que je parlais tout à l'heure beaucoup d'un fruit très noir. On parlait aussi de pinoté, de pot pourri, de choses comme ça, mais j'ai peut-être la dimension épicée qui s'est peut-être un peu plus pris. Toujours cette espèce, tu vois, c'est peut-être des trois, je trouve, où il y a le plus de sucrosité entre guillemets au niveau du nez. Tu vois, en bouche, je reste sur ma perception initiale que. En termes de tanin, c'est celui qui va le plus tapisser la bouche. Moi, je trouve que la cerise, elle est bien cuite, bien, tu vois. On n'est pas sur du fruit extrêmement frais non plus, quoi. Tu vois, moi, j'ai vraiment la cerise cuite qui sort le clafoutis, là, tu vois. Alors, pas le clafoutis, mais le fruit cuit, en tout cas. Là, je trouve que quand même, globalement, ça a moins évolué. Ouais. Honnêtement, c'est resté à peu près... Comme égal à lui-même. Égal à lui-même, fidèle, c'est très bon, ça reste toujours très bon. Le nez, c'est vrai, il est un peu plus complexe. En tout cas, reste sur la même complexité, c'est très bon. Bon, écoute Maxime, dans ce cas-là, je te propose de passer au clou du spectacle, le clos Vougeot du domaine Méoca Musée. Allez, super, top.
Alors, si les gens ont l'habitude de suivre Vinstache, je pense que vous le saurez, j'ai une vraie sympathie pour le domaine, puisque j'ai même fait un épisode sur un vin de négoce qu'ils avaient fait, leur Fissin 2013, que j'avais bu en 2018. Donc, tu sais, 2013, millésime dont t'attends pas forcément grand-chose. Ouais, mais... Mais Voilà. au bon moment, ça pinotait, ça partait sur des notes de sous-bois, et j'en avais gardé un excellent souvenir. Donc, j'avoue que je me suis dit, quitte à faire du buveur d'étiquette, autant me faire quand même un petit kiff. Hein. Oui. Domaine Méo Musée, en fait, qui est devenu l'une des pierres angulaires aujourd'hui de Vaune Romanée, qui était à la base un domaine qui appartenait à Étienne Camuset, qui était notamment député de la Côte d'Or et qui était un peu une figure locale, qui apparemment était un vrai personnage. D'accord. Sauf qu'en fait, à l'époque, il ne vinifiait pas en propre sous le nom de Méo Camuset, Camuset tout court à l'époque, puisque les vins étaient principalement revendus au négoce, et alors je me souviens plus exactement à partir de quelle décennie, mais ensuite ils ont décidé de créer leur nom en propre, que Étienne Camuset a donné le domaine à sa fille, qui n'avait pas de descendance, et qu'il a donc légué à son petit-neveu Jean Méo, qui a d'ailleurs appartenu au cabinet du général Charles de Gaulle, la France du général de Gaulle. Ah. Et pas n'importe laquelle. Et par la suite, justement, il a ensuite transmis, là encore, à sa descendance, et aujourd'hui, c'est eux qui sont toujours à la tête. Ils sont situés sur la partie haute, justement, comme je le disais, principalement sur le climat de Chiour. Et la famille Camuset a quand même été Méo Camuset, a été une famille assez importante pour l'histoire du Clos de Vougeot, puisque il y a le fameux château du Clos de Vougeot, où il y a la confrérie des chevaliers du Tas de Vin. Il a donné le Clos de Vougeot à la confrérie en 1944, donc c'est pour ça que Méo Camuset est quand même très important pour l'histoire du Clos de Vougeot. Sur troisième propriétaire en superficie Okay. du Clos de Vougeot, je crois qu'ils ont 2 hectares et des brouettes, dont cette partie haute qui est justement réputée parmi les plus belles parcelles de... Le terroir le plus qualitatif, ou en tout cas qui donne les vins les plus... Le plus de structure, c'est souvent la manière dont c'est décrit. Okay. Et je crois que c'est déjà pas mal. Je te propose de mettre le nez dedans. de mettre le nez dedans et de nous donner tes premières impressions à froid. Ouais. Bon, j'ai bien intégré la loi E20, je n'ai pas d'émotion. Cette fois-ci, ça y est. Poker face. Mais franchement, c'est beau. C'est bon. Moi, je vais faire peut-être un peu plus, pas le pisse froid, mais j'ai une dimension très mentholée, tu vois, avec du fruit. Mais je trouvais le vieille vigne, tu vois, plus en complexité et du moins en suavité. Je le trouvais plus sur un nez de concentration suave. Là, j'ai vraiment une vraie fraîcheur éclatante du mentholé qui, à l'instant T, pour moi, prédomine un peu sur le reste. C'est l'heure de goûter. On va voir le verdict en dégustation. Ouais, vas-y. Vous avez raison, les moines. C'est effectivement plus de structure. J'ai encore un côté rond, justement. Oui. Un velours que je n'avais pas. C'est ça. Moi, c'est vraiment pardon, je te coupe, mais c'est vraiment la texture en bouche, en attaque, vraiment côté vraiment velours, une texture velours sur du fruit assez marqué, assez frais. La fraîcheur effectivement mentholée est toujours là derrière. Le boisé, les petits tanins qui sont juste présents, ils sont moins marqués, je trouve, que sur la tour, mais que Château de la Tour, mais qui sont quand même présents. Je trouve que l'équilibre là est merveilleux. C'est vraiment très bon, ça. Ça me plaît, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Tu sais qu'il y a moins de tanin, je dirais différent. Je dirais qu'il y a un grain de tanin que je trouve peut-être différent, justement. Avec encore cette côté un peu... Souvent, ce que j'aime décrire quand j'ai un gros coup de cœur sur les tanins, c'est tu prends le sable et tu le laisses glisser un peu entre les doigts. Un peu poudreux. Ce sable qui te caresse, qui passe entre les doigts, qui est... Voilà, c'est exactement comme ça que je le décrirais. C'est du béton, quoi. Franchement, c'est du béton. Bon, c'est bien. Il y a cette rondeur, cette suavité avec toujours l'éclat de la minéralité et de la fraîcheur. Ça a une longueur en bouche sur les épices, notamment. Là, j'ai que ça qui reste. Absolument saucé par la bouche. C'est vrai que sur le nez, on va quand même aussi lui donner un peu le temps de se faire, même si on a quand même ouvert les vins 2 heures à l'avance. Chaque vin a un style. Déjà, c'est bien, parce que sur une si petite... si petit... 50 hectares, voilà. Sur 50 hectares, en fait, c'est quand même fantastique d'avoir des styles aussi différents. Si ça fait 10 siècles qu'on fait du vin là-bas, et qu'il y a eu ce côté étude empirique, cette observation empirique, c'est pas pour rien. Je suis vraiment bluffé par la texture du vin. C'est ça qui me plaît le plus. Et vraiment ce côté tanin qui sont juste présents, qui glissent sur la langue, mais vraiment tout doucement, sans être asséchant. Juste pour dire qu'on est là, on est présent, on vient juste apporter un petit peu de structure au vin.
un peu plus de matière. C'est du velours, mais quand même, regarde, on est aussi là pour t'apporter, pour te soutenir quand tu vas manger ta belle pièce de viande, là, que tu vas te régaler. J'aime beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir des allocations, s'il vous plaît, le domaine? Moi aussi, Cave Agostini, c'est avenue Maréchal Foch. Quelques minutes plus tard... Et on est donc de retour pour la repasse sur le domaine Méocamuseux qui quand même nous avait mis une jolie petite... Ah oui, ça nous avait plu, hein, soyons... Voilà, ça nous avait plu. Disons-le plutôt de cette manière. Bravo le domaine, voilà. On y va? Tu vois, au niveau du nez, il y a toujours le côté mentholé, Ouais. mais ça s'est apaisé. On a moins ce... Tout à l'heure, je reprochais justement d'avoir peut-être un peu trop cette dimension on le sent effectivement, la fraîcheur mentholée mentholée. au niveau du nez. Mais là, c'est un peu plus apaisé. C'est déjà ce que je disais tout à l'heure quand on avait fait le premier coup, que peut-être, si je devais lui faire un petit reproche, c'est que je trouvais que c'était un vrai vin de structure et moins de fruits, ce qui est cohérent au final avec la partie haute du Clos Vougeot. Je suis un peu moins justement convaincu par la densité de la profondeur du nez. C'était ce que tu disais déjà tout à l'heure, effectivement. Après, c'est à la dégustation, c'est en bouche, voir ce que ça donne. Et moi, clairement, c'est vrai que le coup de cœur, c'était au moment de cette texture, ce velours vraiment en bouche qui était magnifique. Est-ce que ça a changé, ça? On va voir. J'ai justement des choses assez tertiaires du mentholé, mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un peu plus de profondeur en termes de nez. Maintenant, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la bouche et la bouche, faut y aller. Hein. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je trouve ça toujours aussi fin, aussi élégant. Ça me plaît beaucoup, toujours autant, mais je trouve pas qu'il y ait un grand changement entre la première dégustation et maintenant. Et je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est toujours, ce mix entre ces tanins caressants avec un certain grain, avec une belle éclat de minéralité et du fruit quand même, le pinot, la cerise qui est encore présente, mais c'est super bien équilibré, c'est très joli, un très beau vin, mais qui n'a pas changé depuis tout à l'heure. Flashback. On est de retour sur Denis Mortet. Exactement. Et écoute, pareil, je te laisse, je t'en prie. Est-ce que tu as envie de nous donner tes impressions avec donc une petite repasse qui se fait à peu près 1 heure après Tout à fait. Je suis content de repasser dessus. C'est vrai ouais, clairement. Des choses que je n'avais pas forcément décelées tout à l'heure, là qui me sautent au nez. Le côté floral, hein, effectivement, là, qui je trouve est bien plus marqué, ou en tout cas là je le sens beaucoup plus. Du fruit, du floral, petit rose séché un petit peu là, peau pourrie, mais je trouve ça du coup un peu pruneau, moi, tu vois. J'ai j'ai le côté un peu pruneau qui arrive, mais alors des fois ça peut être connoté assez négativement, le côté pruneau, dire que le vin est un peu cuit, mais un beau pruneau. Je trouve que le nez a gagné en complexité et que le côté alcoolique, alcooleux qu'on avait tout à l'heure. Après, c'est vrai que quand on l'avait servi, il était entre 17 et 18. Il a eu le temps de prendre un petit coup de frais et d'être vraiment à température de service, à mon avis, idéale. C'est vrai que ça lui, c'est con, hein, mais 1,5 degré de différence, ça lui va à merveille. Peut-être que ça pèse aussi ce côté un peu feu de l'alcool que j'avais au niveau du nez, mais je trouve vraiment que ça a gagné en densité. Il s'exprime bien Ouais, là il a gagné ce côté pulpeux, et plus sur un côté pulpeux, il a eu du temps pour s'exprimer, tu vois. Un petit peu, je trouvais ça assez simple et un peu plus réservé. Et je trouvais que le vin était sur la réserve. Ouais. Justement, là on a quelque chose qui s'exprime bien plus. Le côté floral, même je trouve la structure tannique est aussi refait un peu surface, je trouve en tout cas. Ouais. Et ça lui donne un bien meilleur équilibre que tout à l'heure, en tout cas je le perçois comme ça, et c'est vrai que peut-être la comparaison avec les dégustations précédentes fait que, en fait, c'est intéressant. Mais en tout cas, j'étais pas trop emballé sur la première dégustation, mais je me ravise un peu, honnêtement. Ouais, mais je comprends, parce que ça gagnait un peu cette densité, comme tu disais, le côté floral, limite un peu pommade, moi tu vois, je trouve qui arrive là-dessus. Alors peut-être La bouche a gagné sur un côté un peu plus soyeux. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait un côté très cognac. Pour le coup, je trouve que là, le fruit est en train de revenir et de se redévelopper. Et c'est la magie aussi, tu laisses un peu le temps au vin de se faire et puis d'un coup, il commence à reprendre un nouvel éclat. Ouais, ça lui a fait beaucoup de bien. J'avoue que je suis agréablement surpris. Parce que très souvent, dans tout ce qu'on a pu déguster pour l'instant depuis le début de Buveur d'étiquette, c'est vrai que souvent les vins, quand on venait après, il y avait beaucoup moins ce côté un peu jour et nuit.
Pinot Noir. Ah là là, ils sont forts ces bourguignons. Non mais le Pinot Noir, tu vois, ce côté où je te disais, des fois ça peut être... Non, c'est vrai. et ça peut se révéler en lui donnant un peu plus de temps. Très agréablement surpris par cette nouvelle dégustation 1 heure après. Et avec quand même ce côté assez gourmand sur la cerise qui est quand même bien présent, assez fraîche. Putain. ouais, putain, en fait, on l'a pas vu venir, c'est peut-être pour ça que c'est le plus cher. Peut-être qu'il y a un savoir-faire qui est assez unique aussi. Justement, quand tu disais putain, j'allais te dire, en parlant de putain, 855 € pour cette... Putain. Putain. Oui, c'est pas rien quoi, 850 € pour une bouteille comme ça. Mais enfin, pour une bouteille tout court, mais. Oui, pour une bouteille tout court, dans tous les cas. Je ne sais pas s'il y a l'effet millésime. Alors, Denis Mortaire reste aujourd'hui, le domaine de Denis Mortaire reste aujourd'hui encore l'une des. Voilà, tu prends n'importe quel guide, c'est du 5/5 d'éthane, ça reste l'un des maîtres étalons de la Bourgogne. Il y a l'histoire derrière tout ça qui fait que, voilà, à titre personnel, je dirais Joker sur cette cuvée. C'est quand même quelque chose de se dire qu'on goûte. Oui, un millésime assez, déjà par sa nature de météorologique et toutes ces conditions-là exceptionnelles. Et puis en plus pour l'histoire personnelle du domaine, oui, c'est vraiment un millésime à part. Donc voilà, ce sera Joker pour moi en termes de tarifs là-dessus. Voilà, heureux d'avoir pu déguster ça. Ah oui. Merde, heureux, ça fait partie des émotions pour la loi E20 ou pas? Ah, certainement, oui, la joie, attention. Satisfait intellectuellement? Honnêtement, je pensais pas qu'il allait faire un revirement comme ça. C'est le gars qui a commencé la course derrière, mais qui en fait... Quelques minutes plus tard... Bon allez, pour l'humour, on s'est dit que comme on avait pris une jolie claque en termes de repasse, on se dit on va tenter une troisième, histoire de voir si on sait jamais. Voilà. C'est bon, c'est super bon. Ah, je trouve ça super bon en fait. Ah putain, c'est vraiment très 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 bon. Oh là là, en fait c'est au-dessus de Méo, je trouve. Ah quel pied! Oh putain! Je préfère ça à Méo en fait. Ouais. Disons, je préfère ça à Méo. Moi aussi. Ah ouais, ah putain, là c'est un kiff, c'est un kiff. Le fruit noir est revenu, il y a un peu plus de fouet, il y a... Ah c'est un kiff. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Non, pas d'émotion. Bon, ça me fait autant d'émotions que remplir un tableau Excel, vous voyez, c'est un peu ce genre de... Voilà. Eh ben écoute, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on va passer à on va ramener les bouteilles, et puis on va parler un peu prix, et puis de ce qu'on a pensé de manière globale de cette dégustation. Allez, c'est parti. Bon, Maxime. Oui, Loïc. Grande satisfaction déjà de me dire, j'étais absolument terrifié comme je le disais en introduction, mais finalement le Pinot Noir aujourd'hui, il a cliqué, il a plutôt bien cliqué, je crois qu'on peut le dire. Bien cliqué, oui, il a bien cliqué. Franchement, merci déjà pour la dégustation parce que j'avais pas eu l'occasion de goûter des Clos Vougeot dans ma vie. Vous êtes toujours un pisse froid de la Bourgogne, monsieur? Alors, gustativement, non, c'est indéniable que ce sont les plus grands vins du monde, je veux bien le reconnaître, c'est magnifique. Je m'enflamme un peu, je le dis. Non, ce sont vraiment de très grands vins. Non, vraiment, je le reconnais. Monsieur Loïc Geoffrey, peut-on parler des prix des vins de la Bourgogne? On l'a déjà un peu évoqué. Bien évidemment. Voilà, c'est ça le grand souci, il est là. Ouais, ça c'est le revers de la médaille. Voilà. Mais au Musée, j'ai acquis cette bouteille pour la délicieuse somme de 625 €. Le domaine Denis Mortaire, j'ai acquis cette bouteille, là encore, pour la délicate somme de 855 €. Et pour terminer, le Château de la Tour, la cuvée Vieille Vigne, du fait aussi que c'est une propriété avec plus de parcelles, j'ai acquis ça pour 350 €. D'accord. Voilà. Est-ce que je mettrai ce tarif-là dans tous ces vins? Là, comme ça, je dois reconnaître que ça pique, quoi. Ah mais ça pique, bien évidemment ça pique, c'est pas pour tout le monde, malheureusement on aimerait faire partager ces grands vins au plus de gens possible pour leur expliquer pourquoi ces vins-là sont délicieux et exceptionnels, mais effectivement là ne serait-ce que 350 € pour la bouteille la moins chère de l'épisode, déjà 350 € c'est une coquette somme. Je comprends. Si tu devais essayer de faire un classement de ce que tu as dégusté, quel serait-il? Est-ce qu'on va respecter la hiérarchie inhérente au climat sur la partie supérieure qui l'emporte avec la partie moyenne et terminée par la partie basse?
Est-ce qu'on va avoir une surprise? Qu'est-ce que... Bah écoute, il y a 1h30 quand on a commencé la dégustation, qu'on avait fini la première passe, je t'aurais dit oui, effectivement, mais au Camusé, j'avais adoré cette texture qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait enchanté. La complexité du château de la Tour m'avait vraiment beaucoup plu aussi, m'avait marqué. Et Denis Mortet était un peu en retrait, justement. Je lui retrouvais un manque de complexité, ce que je disais en première dégustation. Et puis, et puis la deuxième dégustation est arrivée. Et là, pour le coup, le vin, le Clos Vougeot de Denis Mortet sont vraiment, vraiment exprimé d'une force, enfin d'une élégance plutôt. C'est à la fois gourmand, mais il y a des tanins. C'est vraiment génial. J'ai trouvé ça vraiment une très très belle bouteille. Du coup, c'est très compliqué de classer ces 3 bouteilles parce que c'est vraiment 3 grands vins. Mais finalement, je crois que petite préférence pour Denis Mortet. Eh ben, je crois qu'il m'a aussi fait une marque Raquil là-dessus. J'étais très saucé par la cuvée Vieille Vigne du Château de la Tour. J'ai beaucoup aimé la complexité au niveau du nez. J'ai trouvé que c'était une belle bouche. Le domaine Méo Camusé m'avait moins emballé sur la partie nez, mais j'avais vraiment aimé, pareil, cette partie structure. Et comme toi, je trouvais qu'il y avait peut-être le côté un chouïa alcooleux qui ressortait chez Denis Mortet, même si le vin était peut-être un chouïa chaud au début quand je l'ai servi. Avec l'évolution, je me suis rendu compte que Méo Camusé et la Tour restaient, c'est vrai, un peu sur le même registre où là, pareil, le domaine Denis Mortet, il nous a fait une marque Raquil. Ah oui, non, exceptionnel, vraiment grand. Et c'est vrai que si on met totalement de côté les histoires, l'affect, etc., je dirais peut-être aussi au final que, aussi surprenant que ça puisse paraître, la partie basse du Clos Vougeot, pour moi, c'est celle qui, sur Denis Mortet, c'est peut-être pour moi celui qui m'a le plus marqué de la dégustation. Et c'est ce que je disais, c'est la première fois sur Buveur d'étiquette qu'on a autant ce côté première passe, deuxième repasse. Oui, tout à fait. Et que voilà, la Bourgogne, ça restera pour moi toujours une région à part dans mon petit cœur. Bien sûr. Je ne m'interdis pas de faire rentrer l'un de ces vins dans mon top 30 des plus grands vins que j'ai pu déguster de toute ma carrière. Clairement, j'avoue que quand même, ils sont bien placés quand même. Ils ont 350 € pour un château de la Tour. Qui a 20 ans. Qui a 20 ans. C'est quelque chose pour un événement exceptionnel, pour fête de fin d'année ou quoi, je me dis, allez, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut parler à beaucoup de monde aussi et être finalement assez accessible. C'est accessible. J'ai mis 50 guillemets, vous les avez pas vus, mais voilà, je mets plein de guillemets. Je crois que ce sera le mot de la fin. Je te remercie de m'avoir suivi dans cette dégustation. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis au 7 avenue Maréchal Foch à Marseille dans le 4e. Tout à fait. J'en profite pour vous dire que cet épisode devrait sortir normalement début décembre et que je vous propose pour fêter ça un petit moins 10% sur Vinstache la boutique grâce à un code que j'aurais choisi de manière un peu random et qui s'affichera très certainement en dessous de cette petite vidéo. Passe de belles fêtes en tout cas. Pareil, de même. Ouvre de jolies quilles avec modération, bien évidemment, mais la qualité avant tout. Avant tout. Buvez moins, mais buvez mieux. Et pour boire mieux, une seule adresse, vinstache.com ou le 7 avenue du Maréchal Foch, Cavagostini, bien sûr, des super conseils, dans les deux cas, voilà. Et voilà. Et merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, quant à nous, on se revoit l'année prochaine pour un petit truc normalement assez sympa en Saint-Émile. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt. Tu mettras le bruit aussi. Oscar de l'année. Ouais.